Bienvenue au séminaire en ligne Radicalisation violente, dilemme de prévention et d'intervention. Je m'appelle Monica Ruiz Casares, je suis professeure associée en psychiatrie à l'Université McGill et je suis la coordinatrice du séminaire de santé mentale mondiale à la faculté de médecine et je serai la modératrice de ce webinaire qui fait partie des séries que nous avons lancées cette année avec du soutien du programme de santé mentale de McGill, du réseau de recherche en santé des populations du Québec et de l'Institut de recherche Sherpa. Nous sommes ravis de pouvoir maintenant offrir le programme d'été en psychiatrie sociale et culturelle qui va célébrer l'année prochaine son 25e anniversaire. Et grâce à ces webinaires multilingues, nous espérons contribuer à une sensibilisation sur les inégalités en santé mentale autour du monde, à échanger les recherches qui ont lieu sur la santé mentale mondiale et pour éliminer les écarts autour du monde. D'où que vous veniez, nous sommes très heureux de partager cet espace avec vous. Et avant de présenter notre oratrice, je voudrais signaler certaines caractéristiques de cette plateforme qui vont aider à votre participation. Si vous êtes sur votre ordinateur ou sur l'app mobile de VoiceBoxer, vous pouvez choisir votre langue de choix, anglais, français ou espagnol, en bas de l'écran. Vos micros sont tous en silencieux, mais vous pouvez envoyer vos questions à l'oratrice à n'importe quel moment dans n'importe quelle langue dans la boîte de discussion qui se trouve sur l'écran. Vous ne pouvez pas voir la présentatrice ni participer à la discussion si vous êtes sur votre téléphone portable. Si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à joindre l'équipe de soutien de VoiceBoxer en faisant un clic sur l'icône de point d'interrogation qui se trouve en bas à gauche de l'écran. Et maintenant, je vais présenter notre oratrice, la Dr Cécile Rousseau, professeure de psychiatrie à l'Université McGill, directrice scientifique de l'Institut universitaire Sherpa concernant les communautés culturelles à Montréal. Elle a travaillé beaucoup avec des communautés immigrantes et réfugiées en développant des interventions scolaires et des recherches axées sur les politiques établies. Sa recherche actuelle est centrée sur les modèles de collaboration en santé mentale pour les jeunes et sur les programmes de prévention et d'intervention pour répondre à la radicalisation des jeunes. C'est une chercheuse accomplie et une clinicienne très estimée. Et ma collègue, je suis très heureuse qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Alors merci Cécile d'accepter notre invitation. Je vais maintenant te donner la parole. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Bonjour, buenos días. C'est toujours un choix difficile de décider dans quelle langue présenter. Mon anglais n'est pas parfait, mais je vais présenter en anglais de toute façon. La radicalisation violente est un sujet délicat et sensible. Parfois, nous utilisons certains mots afin de communiquer et nos mots peuvent faire partie du problème que nous souhaitons étudier. Alors aujourd'hui, je vais essayer de traiter 3 sujets majeurs. Tout d'abord, comment nous pensons mondialement et au niveau local aussi au problème de la polarisation sociale. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre monde et comment pouvons-nous le comprendre? Deuxièmement, s'agit-il d'un problème associé aux professionnels de la santé ou du domaine social, c'est-à-dire en tant que professionnels de la santé ou de l'éducation, devons-nous nous impliquer à ce
thème ou s'agit-il surtout d'un problème politique? Et si nous décidons de nous impliquer, qu'est-ce que cela veut dire en termes de prévention ou en termes d'intervention? Et quand et comment savoir que nous sommes en train de faire plus de bien que de mal, parce que je pense que la question de faire plus de mal est un problème réel dans ce domaine. Je pense que pour comprendre ce qui est en train de se passer dans nos sociétés en termes de la polarisation, la radicalisation, nous pouvons toujours utiliser l'extrémisme si nous l'utilisons pour les majorités. Il faut revenir à une vision plus sociologique ou politique et voir qu'est-ce qui se passe avec la globalisation. Je pense que l'aggravation des inégalités sociales qui est en train de toucher le monde entier a des conséquences sérieuses pour la jeunesse et est en fait en train d'entraver la santé physique et mentale de la jeunesse. Ceci est en train de se passer non seulement en Europe et en Amérique du Nord, mais c'est un phénomène mondial. Donc l'aggravation de la souffrance sociale et des incertitudes de l'avenir pour la jeunesse en particulier. Une autre source de tension, c'est la transformation de l'équilibre géopolitique, donc la perte des privilèges des majorités qui est associée à une hausse dans les mouvements xénophobes, que cela soit en Europe ou en Amérique du Nord. Et c'est important, je pense, parce que je dirais que même si le cadre postcolonial de notre compréhension de ce qui est en train de se passer maintenant reste pertinent, il faut penser au-delà du postcolonialisme afin de penser au changement géopolitique et finalement l'aggravation de l'hostilité sociale associée à la religion, c'est aussi un phénomène mondial. Toutes les religions y participent, même les organes non religieux. Et ce n'est pas seulement lié à la religion, mais aussi aux autres marqueurs, disons, d'altérité. Les indicateurs d'altérité tels que la race, le statut migratoire, l'identité, orientation sexuelle, les opinions politiques. Et comme nous allons le voir tout à l'heure, il y a un recoupement dans toutes ces catégories d'altérité. Donc la menace perçue, non pas le danger réel, la menace perçue est souvent interprétée comme venant d'autres indicateurs qui se retrouvent dans les différentes catégories. Et en tant qu'équipe, nous avons un modèle qui propose que la souffrance sociale qui découle de ce que je viens de présenter, c'est-à-dire la souffrance sociale qui provient de certains des problèmes associés à la globalisation, c'est-à-dire la violence directe, les inégalités sociales, la violence directe. Nous pouvons penser au conflit syrien, par exemple, aux morts qui ont lieu dans la mer Méditerranée, ou à la violence symbolique qui est associée au bouleversement des identités religieuses, ethniques et aux autres formes d'identité qui sont également associées à la globalisation. Et toute cette souffrance sociale débouche sur un refus du status quo et
les procédés de radicalisation ne sont ni bons ni mauvais, ils sont surtout des indicateurs d'un besoin de transformation sociale. La radicalisation a donné lieu à des transformations très importantes dans notre époque. Par exemple, le féminisme ou la parité des sexes est un produit d'un procédé de radicalisation, mais aussi la fin de l'esclavitude, la décolonisation ont aussi été atteints par le biais de la radicalisation. Mais même avant ça, la démocratie, la démocratisation n'a pas été atteinte toujours par des voies pacifiques, au contraire. Donc l'idée que je vous présente, c'est que le continuum est en fait faux, ce continuum entre la radicalisation et la radicalisation violente. C'est une déclaration politique et c'est véritablement problématique puisque cela implique que si vous vous radicalisez, vous pouvez devenir violent. Alors tout d'abord, ceci est faux. Et deuxièmement, cela donne une connotation au procédé de radicalisation, une connotation négative. Je ne pense qu'ils ne sont ni positifs ni négatifs. Ils sont souvent un refus nécessaire du status quo. Alors, ce que nous proposons, c'est que la radicalisation peut provoquer différents résultats. Ici, je propose trois résultats principaux qui peuvent se chevaucher, mais qui souvent ne le font pas. Et ils peuvent donc se chevaucher ou pas. L'un des résultats de la radicalisation est la solidarité sociale qui peut avoir lieu à part les syndicats ou différents procédés ou des organisations communautaires. Un autre résultat de la radicalisation, c'est l'affirmation de l'identité et la crispation de l'identité qui souvent est associée à la violence, mais cela est faux. Affirmer votre identité religieuse ou nationale par des procédés internes ou des indicateurs externes, eh bien, ce n'est pas un synonyme de tendance violente. Et bien entendu, nous avons la violence en soi qui inclut la guerre, les crimes haineux, des formes violentes de discrimination qui sont à la hausse, sans doute en Europe et en Amérique du Nord, et des attaques ou le terrorisme, c'est-à-dire certaines manières de légitimation de la violence envers les autres. Et si nous prenons des exemples récents de l'Europe de radicalisation, c'est-à-dire ce que nous appelons les gilets jaunes en France, la rébellion associée aux manifestations politiques contre les politiques libérales, nous voyons qu'il y a des procédés radicaux qui sont canalisés dans la solidarité sociale. C'est associé avec une certaine affirmation d'identité, mais ce n'est pas au premier plan. Et il y a bien entendu un niveau de violence radicale qui est associé. Cela ne veut pas dire que la violence radicale et la violence politique qui se trouve au premier plan de la proteste soient toujours violentes. Donc voici donc un peu une manière de comprendre ce qui a lieu. Nous ne sommes pas dans un modèle de pyramide ou dans un modèle par palier.
Et que nous dit la documentation concernant ce domaine? Eh bien, je vais être très brève et vous pouvez bien entendu me questionner sur n'importe lequel de ces points. Mais je pense que pour l'instant, nous pouvons conclure que les procédés de détection qui se trouvent au premier plan de la politique contre la radicalisation sont beaucoup plus préjudiciables qu'utiles. Nous n'avons pas d'outils adéquats. Il y a des preuves de tort dus au profilage associé à ces procédés de détection et pour l'instant, nous n'avons pas d'avantages prouvés. Les plans nationaux dus aux variations locales de ce phénomène devaient être fondés sur des données locales le plus possible. Le problème, c'est que ces données locales ne sont pas toujours disponibles et il y a très peu, voire aucune preuve liée à des pratiques suffisamment bonnes. Donc, quand nous intervenons ou quand nous soutenons des programmes de prévention, nous devrions faire très attention et passer par un procédé très prudent, étape par étape. Sinon, nous pouvons causer beaucoup plus de tort que de bien. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'être paralysé. Je pense que nous avons effectivement un rôle dans ce domaine, mais il nous faut faire très attention. Et en ce qui tient de la collecte de données, je vais vous donner un exemple rapide concernant de la collecte de données que nous avons fait au Québec sur les déterminants de sympathie envers la radicalisation violente. C'est très important en tant que rappel de souligner le fait que la sympathie envers la radicalisation violente, c'est-à-dire le fait de dire que oui, parfois la violence est légitime, cela ne veut pas dire que ces gens qui sont en train d'exprimer leur sympathie vont devenir violents. Il y a un écart énorme entre l'expression d'une opinion et l'action. Mais pour savoir les déterminants globaux dans une population de légitimation de la violence, c'est très important si nous souhaitons aborder la prévention. Alors que trouvons-nous? Eh bien, il s'agit d'étudiants universitaires au Québec et je ne vais pas parler de la méthode, mais il s'agit d'environ de 3000 à 4000 sujets qui ont été sondés par cette étude et nous avons trouvé que l'exposition à la violence dans les étapes jeunes de la vie, nous parlons probablement de l'enfance puisqu'il s'agit de jeunes qui ont entre 17 et 25 ans. Donc l'exposition à la violence et à la discrimination sont des déterminants directs de sympathie envers la radicalisation. Mais cet impact est aussi influencé par la dépression. Et je pense que ça, c'est important parce que nous avons cette notion qui dit que les inégalités sociales, l'adversité ont un impact et c'est très reconnu, c'est-à-dire ces inégalités sociales ont un impact sur la légitimation de la violence envers les autres. Mais la dépression est un facteur aggravant. Donc, si vous êtes déprimé et vous faites l'objet de discrimination ou de violence, alors il est possible que vous allez légitimer la violence envers les autres. La religiosité au niveau de la population générale est en fait un facteur de protection et ça c'est très important je pense parce qu'il faut éliminer ce mythe qui nous dit que la religion est associée à la violence. Non seulement nous n'avons pas de preuves, nous avons exactement la preuve du contraire. Ça ne veut pas dire
que le discours religieux ne peut pas être parfois utilisé par les groupes extrêmes afin de légitimer la violence. Mais l'association générale entre la religion et de n'importe quelle religion, l'islam qui est très souvent ciblé, la chrétienté et d'autres religions, et il n'y a pas de preuve qui indique qu'il y ait une relation, mais plutôt il y a certaines preuves qui indiquent que la religiosité en fait protège, est un facteur de protection. Un autre résultat qui confirme la documentation, c'est l'estime publique de soi. Et ça, c'est un peu un mot pour l'ostracisme. La manière dans laquelle cela est présenté dans la population générale est inversement liée à la sympathie pour la violence, la radicalisation violente. Si votre groupe est présenté de manière négative dans l'espace public, eh bien, vous allez être en colère et cela est logique. Maintenant, l'importance de l'identité collective pour l'identité personnelle, c'est-à-dire combien est-ce que je me sens canadienne, québécoise, blanche, une femme catholique, musulmane, blanche, noire, juive, quoi que je sois. Quelle est l'importance de cela? Et ça, c'est une relation non linéaire. Donc, si j'ai une très forte identité, eh bien, il y a une certaine protection. Si votre identité est unique, si je ressens que je suis uniquement québécoise, ou je suis uniquement canadienne, ou je suis uniquement une femme, ou je suis juste quoi que ce soit, eh bien, cela peut légitimer la violence envers les d'autres personnes qui sont vues ou perçues comme appartenant à une humanité différente d'une certaine façon. Alors, quelles sont, disons, les conclusions euh, que nous pouvons appliquer à la prévention et à l'intervention? Quand je parle de prévention, je parle de ce qu'ici dans ce modèle nous appelons la prévention primaire, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas liées aux personnes à risque qui ont déjà exprimé soit des menaces ou des intérêts envers certaines formes d'extrémisme, par exemple les groupes néo-nazis ou de suprématie blanche ou des formes d'extrémisme écologique ou bien les formes religieuses de radicalisation violente. Là, je parle véritablement du public en général et de prévention dirigée à ce public en général. Alors, les espaces de prévention devraient passer des espaces publics et politiques à l'espace communautaire, au milieu relationnel et pour certains jeunes à l'espace privé. Alors, l'espace privé, est-ce que vous pensez qu'un jeune est en sécurité dans sa chambre le soir? Eh bien, c'est possible, ou peut-être qu'il ne l'est pas parce qu'il peut être contacté par par des gens qui ont une influence sur lui. Et nous savons, à partir de une révision systématique de la documentation, que des recherches actives sur le discours extrémiste sur Internet. Et maintenant, par exemple, au Québec, au Canada, nous savons que la droite alternative est très active et qu'ils mettent la jeunesse en danger. Donc, c'est véritablement comment intervenir dans le discours public et par exemple les médias. Par exemple, au Québec, nous allons avoir une influence sur la manière dont ces choses sont traitées dans les médias, la télévision, la radio, les journaux. Et
il ne s'agit pas de faire une censure, il s'agit de la manière dont les choses sont présentées qui peuvent faire tort à certains groupes, en particulier les minorités il peut s'agir bien sûr de minorités en termes de sexe, d'ethnie, etc., de religion, ou ils peuvent aussi promouvoir davantage de cohésion dans la société. Je vais passer rapidement la prévention dans l'éducation, bien qu'il s'agisse de quelque chose d'absolument primordial. Ce qui est important ici, c'est peut-être de souligner que la prévention clé est distale. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas de parler sur la radicalisation. Il ne s'agit pas de dire aux enfants, aux étudiants, si jamais vous observez ça ou quoi que ce soit, il ne s'agit pas non plus de le dire aux professeurs qui ne sont pas là pour détecter les étudiants à risque, ils sont là pour encourager la prise de conscience des autres, hein, pour apprendre la complexité morale, pour augmenter l'inclusion et pour améliorer le climat institutionnel dans tous les forats. Dans, que cela vienne du soutien pour les jeunes qui ont des difficultés académiques, parce que nous savons que l'exclusion, par exemple, est liée aux fusillades dans les écoles, mais aussi à la participation dans les groupes extrémistes. Je pense que je vais omettre ça parce que oui. Bon, il y a il y a certains programmes de prévention, comme voici par exemple une exposition que nous avons maintenant avec le musée des Beaux-Arts de Montréal. Il s'agit d'une exposition collective ici et l'idée, c'est que l'art, par exemple, voici une autre murale qui a été faite par des écoles dans la ville de Québec, c'est-à-dire des écoles qui ont la majorité des élèves québécois et aussi l'école musulmane de Québec, dont beaucoup de pères sont morts dans la fusillade de la mosquée. Et ces écoles se sont mises ensemble pour créer ces murales. Il s'agit, je pense, de gestes de prévention qui essayent de réunir la communauté et de réparer certains des torts qui ont lieu dans nos communautés. Alors, quels sont rapidement certains des dilemmes de prévention? Je pense que la prévention proximale et ciblée qui implique parler de la radicalisation, de l'extrémisme. Et je ne dis pas que ce ne soit pas parfois utile. Ce que je dis, c'est que cela peut parfaitement donner davantage de visibilité aux discours radicaux et que cela peut aussi alimenter la peur et augmenter l'exclusion. Et donc, je pense qu'il faut faire très, très attention. Ce n'est pas parce que nous parlons du suicide que nous allons diminuer le taux de suicide. Ce n'est pas parce que nous parlons de fusillades de masse que nous sommes en train de les diminuer. Je pense qu'il y a en fait certaines preuves contraires. Alors, le discours alternatif, le discours au contraire, leur impact est surtout méconnu et je préfère le discours alternatif au discours contraire, mais il faut quand même faire très attention et faire beaucoup de recherches sur cela. La prévention distale, ce dont je parlais tout à l'heure dans les exemples, c'est très difficile à financer. Par exemple, l'équité sociale, bien entendu, c'est une très bonne réponse à la radicalisation, mais qui va la financer? Et je dirais que malgré tout, dans tous ces dilemmes, un abordage de santé publique devrait quand même l'emporter.
mais pas dans le sens où nous ciblons des groupes et des minorités parce que je pense que c'est ce que nous avons déjà fait et pour l'instant, cela n'a fait qu'empirer les choses. Passons aux interventions. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, l'intervention, c'est surtout, cela concerne surtout le travail avec les personnes, c'est-à-dire les jeunes, mais nous avons aussi des gens qui ont plus de 60 ans. Et je pense qu'ils sont assez intéressants. Ils manifestent, ils montrent leur sympathie et leur attirance envers la violence. Ces individus, ces personnes. Au Québec, nous avons un modèle d'intervention qui est en fait cherche à atteindre les sous-groupes que je définis en tant que les acteurs solitaires qui généralement ne font pas partie organique d'un groupe extrémiste et sont plutôt attirés par le discours extrémisme. Alors là, on peut penser par exemple aux tireurs de la mosquée de Québec se sentaient attirés par Donald Trump, par Marine Le Pen, par la suprématie blanche et son discours et qui s'alimenter de vidéos de fusillades scolaires continuellement. Donc voilà plutôt le type de client qui relève du domaine des services sociaux et que ces interventions sont en train de cibler. Alors, quel est le modèle? Eh bien, tout d'abord, il s'agit de maximiser, disons, le contact et l'engagement. Donc, les gens devraient être en capacité, en mesure de contacter les services de santé et d'avoir un accès rapide et non stigmatisant. Le deuxième pilier, eh bien, nous avons besoin d'avoir des équipes cliniques spécialisées. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de gérer des clients à haut risque et nous avons donc besoin de cliniciens expérimentés qui sont en mesure d'évaluer et d'intervenir auprès des personnes qui ont un niveau de rage très élevé et qui sont potentiellement dangereuses sans céder à la panique. Cela veut dire que nous avons besoin d'équipes qui ont des partenariats locaux, mais aussi dans le cas de Québec, des partenariats provinciaux. Maintenant, là, je parle d'équipe de la santé. Je vais parler tout à l'heure des pare-feux et de la relation entre les équipes de santé et les autres intervenants au niveau de la province. Ces équipes ne seraient pas utiles si elles n'étaient pas ancrées dans des services de proximité. Parce que souvent, je pense que les seules preuves que nous avons, c'est qu'une personne qui est intégrée socialement, qui a un sens d'appartenance ou de détermination, qui a un réseau social, n'a pas beaucoup de chances de se désespérer et d'agir violemment. Maintenant, l'intervention clinique est une arme à double tranchant. Il y a, et nous avons des preuves historiques, beaucoup de preuves historiques, il y a véritablement une grande probabilité de pathologiser la dissidence avec la drapétomanie, par exemple, quand les esclaves qui s'échappaient, qui fuyaient, étaient considérés en tant que malades, en tant que fous, ou quand les traitements psychiatriques étaient utilisés, par exemple, dans l'Union soviétique ou ailleurs, pour traiter les dissidents du système. Je pense qu'il faut donc, quand nous faisons des interventions cliniques, faire très attention à cela, parce que ce n'est pas parce que nous sommes dans une position bienveillante
que nous allons éviter ce risque. Le deuxième problème, c'est d'individualiser la souffrance sociale, penser qu'il s'agit de personnes malades au lieu de penser qu'il s'agit d'une société injuste. Ça, c'est un problème sérieux. Et finalement, il y a aussi le problème de traiter les gens et les accabler avec une stigmatisation double. Non seulement tu es exclu socialement, mais en plus tu es fou. Et de cette manière, nous pouvons aggraver la situation. Mais, puisque nous continuons à faire des interventions cliniques, je pense qu'il est important de penser que la coercition, les règlements et les valeurs ne guérissent pas le désespoir et la détresse. Des personnes telles que Martel Rouleau-Couture au Québec, ou Alexandre Dismet, ou le tireur d'Orlando, ou le tireur de Nice, ou beaucoup des acteurs solitaires qui agissent au nom de la droite alternative ou du discours religieux. Ils sont souvent désespérés et au désespoir, enfin difficulté. Et il s'agit pas, ce ne sont pas les règles ou la moralisation qui va les aider. Alors, les programmes d'intégration sociale ne sont souvent pas adaptés aux besoins de ces personnes désespérées et nous avons par exemple beaucoup de jeunes qui souffrent de troubles autistiques et qui vraiment sentent qu'ils n'ont pas de place au sein de nos sociétés et les programmes d'intégration sociale souvent ne les touchent pas et ils passent entre les mailles du filet. Et finalement, trouver un sens à la vie, c'est assez difficile si on se sent exclu, si nous avons une communauté ou une famille, eh bien cela va nous aider, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de jeunes et même des adultes que nous voyons. Alors, vous voyez, moi, ce que je pense, c'est que l'intervention clinique a un espace unique. Nous sentons qu'elle pourrait être très utile, mais elle est risquée et il faut véritablement nous souvenir qu'elle peut être nuisible. Alors, juste pour revenir au rôle de l'intervention clinique, et il nous faut véritablement travailler tous ensemble. Les regards sociopolitiques et psychologiques sont complémentaires. Nous ne pouvons pas en avoir un sans avoir l'autre. J'ai tellement souvent entendu des discussions disant qu'il s'agit d'un problème social et qu'il n'y a pas de place pour les problèmes psychologiques. Et on peut lire des journaux qui disent le contraire. La psychologie parle de l'extrémisme sans reconnaître les racines sociales du problème. Et je pense que nous ne pouvons pas séparer ces problèmes. Même concernant le discours public, si nous considérons les crimes haineux, je pense que nous ne pouvons pas éviter d'aborder le lien entre la haine et la peur. Donc, dénoncer le discours haineux ne suffit pas à répondre à ce phénomène. Et finalement, je pense qu'il nous faut rester prudents, très prudents. Nous pouvons être
perjudiciel quand nous travaillons dans ce domaine. Ce n'est pas une raison pour nous éloigner. Nous pouvons et nous causons du tort par ne rien faire. Donc, vous voyez, ce que j'invite ici, c'est une position assez risquée qui dit oui, nous participons tous ensemble à ce phénomène global. Nous devons nous engager de diverses manières localement. Il faut discuter et bien sûr être en désaccord entre nous-mêmes puisque c'est la seule chose qui va éviter que nous soyons davantage nuisibles. Et je pense que j'ai fini, mais il me reste quelques minutes, hein, parce que je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas présenté la diapositive sur les pare-feux et quelque chose qui est très important pour nous concernant l'intervention clinique, c'est que euh, il devrait y avoir des pare-feux très puissants entre les institutions de santé et les institutions sociales. Et là, j'inclus aussi les institutions éducatives et celles de sécurité. Il est essentiel que les jeunes, les familles, les communautés sentent que s'ils vont parler à un professionnel de la santé, cela va demeurer confidentiel. Je sais que la loi et les politiques nationales insistent sur le devoir de rapporter les les situations de danger public aux forces de sécurité, mais il me semble que ce n'est pas notre rôle en tant que professionnel de la santé, ce n'est pas notre rôle en tant que professionnel de l'éducation. Et si nous le faisons, nous allons perdre notre crédibilité face aux familles et aux communautés. Je pense que nous devons, et bien sûr au Québec, nous conformons à la loi dans les services sociaux et de la santé. Nous rapportons aux forces de sécurité, mais nous devons le faire uniquement et si et seulement s'il y a un risque imminent et grave à la vie de quelqu'un. C'est vraiment la seule raison pour laquelle nous devons transgresser la confidentialité. Et je peux vous dire que dans l'équipe, nous avons souvent eu des discussions très fortes sur le niveau de risque. Est-ce qu'il est sévère? Est-ce qu'il est grave? Est-ce qu'il est imminent? Mais autrement, préserver la confiance, préserver le fait que les institutions dans le domaine social doivent permettre un espace sûr, permettre le dialogue, permettre la dissension, permettre un discours violent qui n'est pas un acte violent. Cela est très important. Alors, avant de prendre vos questions, je vous laisse avec cette image qui est d'un artiste qui l'a faite à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et pour moi, c'est un nouvel exemple au niveau international de comment nous pouvons répondre à la polarisation qui a lieu à présent, la violence qui nous touche tous dans le discours alternatif. Je vous laisse avec ça parce que j'aime beaucoup cette image. Merci. Maintenant, nous allons répondre à quelques questions. Les participants peuvent envoyer leurs questions par la boîte de discussion et je vais lire chaque question et je vais te rendre la parole. Alors, les réseaux sociaux font partie intégrale de la vie des jeunes. Les publications en ligne, les messages en ligne touchent beaucoup de gens à la fois et de manière très rapide. C'est aussi vrai quant aux messages violents. Comment est-ce que les écoles et les universités doivent traiter ce phénomène?
C'est une question excellente. C'est une question excellente. Et il nous faut y travailler ensemble. Il y a une publication d'une d'une documentation qui a été révisée systématiquement et qui nous dit que les réseaux sociaux ont une relation de médiation forte euh, pour amplifier les voix extrémistes et dans le phénomène de contagion. Des études récentes en Allemagne concernant les réseaux sociaux, Facebook, va même plus loin et propose qu'il y a aussi un lien de causalité, c'est-à-dire qu'il y a aussi de la causalité. Plus on utilise Facebook avec un discours haineux en Allemagne, plus de crimes et de haine il y a. Donc nous avons une médiation forte et une causalité forte. Maintenant, contrôler les réseaux sociaux, c'est un peu difficile parce que vous connaissez le dark web. C'est en fait le web parallèle non réglementé qui existe et qui a une influence très forte sur la jeunesse et qui est facilement accessible pour les jeunes qui la recherchent. Donc je pense que l'importance, c'est de voir comment nous pouvons nous investir dans les réseaux sociaux avec des messages non moralisateurs qui vont être efficaces à fournir une voie différente à la dissension et à la radicalisation, qui ne va pas traiter de la violence, mais qui va mobiliser les gens. Et je pense que nous avons de très bons exemples concernant la capacité des réseaux sociaux pour qu'ils canalisent la voix des gens et des communautés de manière très puissante, et nous devrions être inspirés. Mais il faut le faire petit à petit. C'est mon intuition, mais je pense que il ne faudrait pas rentrer dans des méthodes d'interdiction, mais plutôt non seulement enseigner, apprendre à travailler avec les réseaux sociaux, et bien sûr avec un esprit critique, mais aussi aider les jeunes à s'investir dans les réseaux sociaux avec une voix qui va être peut-être pas politiquement correcte, peut-être perturbatrice pour la société adulte que nous avons créée, mais qui est importante. Et je pense que si les jeunes ont une voix puissante pour protester, pour transformer, c'est notre héritage mélangé, eh bien, cela peut avoir un rôle de prévention. Et aussi concernant le rôle des organisations humanitaires dans ce sujet. Les organisations, c'est intéressant parce que je dirais que, comme je le disais quand je parlais de l'intervention clinique, que probablement les interventions humanitaires doivent être comprises comme une arme à double tranchant.
il y a une documentation qui traite de l'influence de la sécurisation dans l'action humanitaire. Je pense que c'est un problème sérieux qui est semblable à certaines politiques de prévention qui ont été réalisées dans les pays européens et d'Amérique du Nord. Et là, le souhait de prévenir la radicalisation violente, ce qui est bien entendu un but légitime, a mené à beaucoup plus de minorités qui sont ciblées, les minorités religieuses ou ethniques. Et donc, si nous pensons à l'action humanitaire en tant qu'une manière de appliquer les politiques ou de camoufler les politiques migratoires répressives. Je pense que nous sommes en train de porter un discours double et c'est très problématique. Donc au-delà, il y a un espace pour l'action humanitaire, mais à nouveau, il devrait s'agir d'une action favorable, habilitante, stimulante, qui va donner une voix à la dissension et à la souffrance locale. Sinon, ce n'est pas du tout utile. Je pense que nous devons faire très attention à dissocier les interventions humanitaires des entreprises de sécurisation. Un peu de temps avec les Nations Unies et d'autres organisations qui servent les populations, ou est-ce qu'il serait plus efficace de servir nos communautés pour qu'elles deviennent plus organiques, qu'elles s'ouvrent davantage aux réfugiés? Les deux sont possibles, mais je dirais, je vais être très directe. Je suis tout à fait contre le tourisme universitaire ou humanitaire. C'est-à-dire que si nous allons quelque part sans parler la langue locale, sans savoir quelles sont les lois et les règlements locaux et les politiques sociales, je ne pense pas que nous pouvons véritablement être utiles aux familles locales, aux personnes locales, sauf peut-être en tant que témoin. Et alors la question est, qu'est-ce que nous souhaitons constater? À qui avons-nous le droit de parler et au nom de qui parlons-nous? Et est-ce que nous sommes en train de perpétuer la notion de l'autre qui est impuissant, qui est démuni, et ce qui confirme, disons, le pouvoir hégémonique de nos peuples, ou est-ce que nous sommes en train de témoigner, d'être témoins, et de quoi? Je dis tout simplement qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant ce que nous faisons réellement. Il ne s'agit pas de jouer avec des enfants, il ne s'agit pas de compétences, il s'agit d'être témoin. Et bien entendu, quand nous travaillons avec la souffrance sociale et l'exclusion dans nos pays, ça c'est aussi très important afin de construire des ponts, afin de légitimer les voix et afin de dénoncer et souligner le tort que nos sociétés sont en train de construire. Je pense que ça, c'est très important. C'est très important d'aborder la rage. Beaucoup de cette rage est légitime. Ça ne veut pas dire que la violence est la réponse, bien entendu, la résolution.
le transfert thérapeutique avec les patients violents et radicalisés. Ah, j'aimerais que les membres de mon équipe soient avec moi pour répondre avec moi. Ce n'est pas facile, vous savez, nous avons nos propres préjugés et je vais à nouveau parler du point de vue personnel. Vous pouvez penser bien sûr à vos propres préjugés. De quoi, ce qui est le plus dégoûtant pour moi, le plus difficile à entendre? Eh bien, j'ai beaucoup de problèmes avec la suprématie blanche, avec les homophobes, les xénophobes, les islamophobes, les, le discours antiféministe. Et actuellement, nous avons beaucoup de patients qui représentent tout ce que je viens de dire. Et c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui défend ce genre de position et qui devient rapidement, se met rapidement en colère et intransigeant parce que cela évoque le dégoût et la colère et la rage. Et si je protège cette personne à cause de ma rage, je pourrais céder, ce ne serait pas bien. Si j'agis sur ma colère, je vais augmenter ces peurs, ces sentiments, ces sensations d'être attaqué. Et à nouveau, ce ne serait pas utile. Alors, l'idée, c'est comment est-ce que je peux me concentrer. C'est ce que nous faisons dans notre équipe. Euh, sur ce qui est sous-jacent à ce discours. Et souvent, nous pouvons trouver l'enfant euh, qui a été traumatisé. Beaucoup de nos patients sont traumatisés, ont souffert, ont subi des abus étant enfants, ils ont été harcelés, ils ont été discriminés de diverses manières par leur famille, par la société. Et je pense que c'est en entendant leur désespoir et leur douleur, il s'agit de rencontrer la personne qui se trouve derrière le monstre, ce qui peut nous permettre de travailler et d'essayer d'avoir une rencontre empathique au-delà de la peine et au-delà du fait que cette personne et de beaucoup de manières, juste comme moi, et je dois aller au-delà de ma construction de lui ou d'elle en tant que monstre afin de pouvoir rencontrer cette personne et dans cette rencontre être capable de construire quelque chose de nouveau. Merci. C'était des excellentes questions. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière diapositive. Nous allons envoyer une enquête d'évaluation très brève à vos adresses email où vous pouvez tout simplement copier l'adresse URL qui est sur cette diapositive. Ça va prendre moins de 5 minutes pour la compléter. Ça va nous aider beaucoup. Finalement, l'enregistrement de ce séminaire en anglais, français et espagnol sera bientôt sur le site web du programme de santé McGill ainsi que nos autres sponsors. Et vous pouvez voir leur nom en bas de la diapositive. Merci encore Cécile, merci à tous d'avoir participé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin d'année et une heureuse année 2019. J'espère que nous nous retrouverons à nouveau au mois de février dans notre série de séminaires. Merci.